Les romanesques, Charlotte et Jane, partie 1. Pour voyager loin, il n'y a pas de meilleur navire qu'un livre, disait Emily Dickinson. Dans ce podcast, nous vous proposons de nous intéresser aux capitaines de ces navires qui nous emmènent volontiers très loin de notre quotidien. Qui sont ces femmes qui ont été les artisans de voyages souvent magiques et émouvants pour nous ? Quelle vie ont-elles menée pour nous offrir tant de dépaysement ? De quoi ont-elles souffert ? Qu'est-ce qui les a rendues heureuses ? Comment ont-elles appris à nous embarquer dans leur imaginaire ? Bienvenue dans les romanesques. Si tu m'aimes, accepte-moi comme je suis, parce que je ne changerai pas. Je ne suis pas un poète. Je suis seulement une femme. Je pense que jamais je me marierai. Je suis heureuse comme je suis. Aujourd'hui, et pour ce premier épisode, je vous propose de découvrir la vie simple mais mouvementée de Charlotte Brontë. Nous sommes au début de l'été 1825. Une petite fille, affaiblie et fatiguée, rentre auprès des siens dans le village de Haworth, au nord de l'Angleterre, après avoir passé plusieurs années d'enfer dans un pensionnat religieux. Cette petite fille, c'est Charlotte Brontë, et elle est alors âgée de 9 ans. 9 ans seulement, et elle s'apprête à nouveau à changer de vie pour de funestes raisons. Charlotte n'est pas une enfant qui a eu de la chance, loin de là. Après la mort de sa mère 4 ans plus tôt, elle a été envoyée avec 3 de ses sœurs dans un pensionnat religieux, pourtant de bonne réputation. Leur père pensait qu'il n'y avait rien de mieux pour parfaire l'éducation de ses filles, et pourtant. Et pourtant, ce lieu où les conditions de vie sont insalubres, pas de chauffage, pas assez de nourriture, aucune notion d'hygiène et beaucoup de châtiments corporels, a donné à la vie de Charlotte un tour encore plus dramatique. Après avoir contracté la tuberculose et affaiblie par la malnutrition, ses 2 grandes sœurs, Maria et Élisabeth, respectivement âgées de 11 et 10 ans, viennent de mourir, coup sur coup, entre mai et juin 1825. Charlotte se retrouve en quelques mois l'aînée de la fratrie. Abattu par le décès consécutif de ses 2 filles, le révérend Patrick Brontë, son père, décide de rapatrier ses enfants encore en vie et de les scolariser à domicile. Et c'est ici que commence notre histoire. Charlotte rejoint donc le domicile familial, endeuillée, elle-même meurtrie par les mauvais traitements du pensionnat. Dans la chaleur de l'été 1825, elle retrouve le presbytère de Haworth où la famille a élu domicile. Le bâtiment gris et massif est aussi austère que les principes religieux dans lesquels Charlotte et ses frères et sœurs sont élevés. Le jardin, presque à l'abandon, indique qu'aucun des membres de la famille ne s'intéresse au jardinage, sauf quand il s'agit de ramasser les cassis et les myrtilles des landes pour en faire des confitures. Il s'agit tout de même d'un foyer aimant et soudé, et les relations entre frères et sœurs sont de qualité, ce qui permet de compenser un peu l'austérité des lieux. Charlotte n'est pas seule lors de son retour. Sa sœur Émilie, future écrivaine des célèbres Odes de Hurlevent, alors âgée de 8 ans, l'accompagne. Toutes deux retrouvent leur père, leur jeune sœur Anne et leur frère Branwell, ainsi que leur tante Élisabeth, qui deviendra leur préceptrice à domicile. Peu à peu, le quotidien de Charlotte se réorganise autour des cours de religion dispensés par leur tante, des absences régulières de leur père et de promenades dans la lande environnante. Les enfants Brontë survivants sont très isolés. Et c'est cet isolement, associé à la présence de nombreux livres au domicile familial, qui permettra l'émergence des univers littéraires qu'elles dévoileront plus tard dans leurs écrits. En effet, dans le morne quotidien qui est le leur, Charlotte, Émilie, Anne et Branwell se mettent à inventer des histoires pour passer le temps. Quoi de plus normal pour des enfants, me direz-vous ? C'est effectivement tout à fait logique. Là où cette histoire prend un tour tout à fait exceptionnel, c'est devant l'intensité et la complexité de ces créations collectives. Un an après le retour de Charlotte et Émilie du pensionnat de Cowan Bridge en juin 1826, Patrick Brontë offre à Branwell une 12aine de soldats en bois qui deviendront les héros des premiers écrits des enfants Brontë. Passionnés par ces jouets, les enfants leur donnent des noms, des histoires, des motivations, et commencent à nouer des intrigues. Quelques mois plus tard, un soir de novembre particulièrement froid, les enfants se rassemblent avec leurs soldats de bois et décident de leur attribuer des îles dont ils deviennent chacun les gouverneurs. Et c'est aussi à ce moment qu'ils et elles se décident à consigner les histoires qu'ils inventent par écrit.
les enfants commencent par inventer une ville imaginaire, du nom de Glaston, littéralement la ville de verre, un savant mélange de leur vision fantasmée de Londres, Paris et Babylone. Bien plus qu'un lieu purement imaginaire, ils inventent à Glaston une histoire, une structure sociale et juridique et y ajoutent des personnages plus ou moins romanesques, vivant des intrigues diverses. Ces jeux et ces inventions se font dans le plus grand secret de la chambre d'Emily, qui fait également office de salle de jeu pour les enfants. Les 4 enfants se mettent à fabriquer eux-mêmes des little books, ou petits livres, pas plus grands que des boîtes d'allumettes, et assemblés avec de la ficelle. Dans ces petits livres, ils écrivent leurs idées, leurs histoires, consignent des dessins explicatifs ou des cartes, dans la plus grande clandestinité. Les historiens et biographes de la famille Brontë ont retrouvé plus d'une centaine de ces petits livres recouverts d'une écriture enfantine minuscule. Quand on sait que Charlotte souffrait d'une forte myopie, on est en droit de se dire que ses enfants avaient quand même une sacrée motivation. Et ces écrits collaboratifs, issus de leur jeu, vont perdurer, à l'insu de tous les adultes de la maisonnée, pendant plusieurs années. Jusqu'en 1831, où Charlotte est finalement envoyée dans une école assez éloignée de Haworth, où elle passera 1 an à parfaire son éducation. Contrairement au pensionnat de Cowan Bridge, cette école est de qualité, et Charlotte s'y plaît beaucoup. En 1835, elle y devient même enseignante adjointe, de même que sa sœur Émilie, puis Anne. Branwell, de son côté, espère poursuivre des études d'art. Aucune des sœurs Brontë ne montre d'intérêt pour le mariage, alors qu'elles commencent à être en âge pour y prétendre. Elles cherchent avant tout à étudier et travailler pour s'assurer une subsistance autonome. Dans sa correspondance de l'époque, on se rend compte que Charlotte n'apprécie pas beaucoup le métier d'enseignante. Elle se moque de ses élèves qu'elle trouve balourds et surtout, elle s'ennuie. Elle se réfugie alors beaucoup dans les mondes imaginaires qu'elle a inventés avec Branwell et ses sœurs et continue d'étoffer ces univers nourris de toutes leurs lectures. Les jeunes Brontë sont comme des éponges, aspirant tous les écrits qui passent à leur portée. Journaux, magazines de feuilletons gothiques, pamphlets religieux ou politiques, poèmes, romans, tout est absorbé pour être réinjecté dans l'univers étendu qu'ils ont co-construit dans une parfaite symbiose. Après avoir occupé différents postes d'enseignante avec plus ou moins de passion, Émilie, par exemple, déteste ce rôle, Anne s'en incommode, les 3 sœurs, qui n'ont que peu de perspectives en dehors du mariage, nourrissent le projet de fonder leur propre école au sein même du presbytère de Haworth. Elles sont soutenues dans ce projet par leur père et leur tante qui promet de mettre ces maigres économies à contribution. Pour cela, elles doivent renforcer leurs connaissances en matière de langues vivantes, notamment l'allemand et le français. C'est pourquoi elles décident de s'installer en Belgique, dans une école bruxelloise, où elles se révèlent de si bonnes élèves qu'on leur propose d'y devenir enseignante dès l'année suivante. Charlotte donne des cours d'anglais, Émilie de piano. C'est dans cette école que Charlotte s'attache sans aucune réciprocité à son professeur de français, Monsieur Heger, un homme décrit comme très intelligent et charismatique, mais un homme avant tout marié et de 9 ans son aîné. Profondément marquée par cet amour impossible, Charlotte revient en Angleterre avec le cœur brisé, alors que le presbytère est profondément déstabilisé. D'un côté, Patrick Brontë commence à perdre la vue et doit se faire opérer de sa cataracte sous peine de ne plus pouvoir travailler. De l'autre, Branwell, le jeune frère de Charlotte, suit une pente beaucoup plus sulfureuse que ses sœurs studieuses et appliquées. Au lieu de suivre ses études d'art à Londres, il dilapide la maigre fortune de la famille entre jeux, alcool et drogue, et devient vite dépendant de ces différents expédients. Sa réputation est telle que ses sœurs sont contraintes d'abandonner leur projet de fonder une école de jeunes filles. C'est à ce moment, dans la chaleur du mois d'août 1846, alors qu'elle veille au chevet de son père convalescent suite à son opération, et qu'elle tente de juguler les inclinations mortifères de son frère, que Charlotte entreprend l'écriture du roman qui fera d'elle l'une des écrivaines les plus appréciées de Grande-Bretagne, Jane Eyre. C'est aussi probablement à cette période qu'elle commence à entrevoir l'écriture comme une possible source de revenus pour compléter son salaire d'enseignante. Jusque-là, les écrits de la fratrie n'étaient que des créations pour passer le temps et s'échapper de la morosité de leur quotidien. Considérer la possibilité de publier leurs œuvres n'était pas chose évidente puisqu'elles sont des femmes et que les carrières littéraires à l'époque ne concernaient qu'une grande majorité d'hommes. Il y avait bien la pionnière Jane Austen, dont certains personnages se retrouvent dans les écrits d'enfance des 3 sœurs et de leurs frères. Mais la route était loin d'être facile pour espérer obtenir les mêmes privilèges que leur héroïne. Néanmoins, les Brontë ne sont pas totalement étrangers au milieu de l'édition. En effet, leur père a rédigé et fait publier plusieurs livres et traités d'éducation religieuse, ce qui d'une certaine façon a dû aider à faire germer l'idée dans l'esprit de Charlotte. Alors qu'elle rédige son premier roman,
Elle s'enquiert de son projet auprès de ses sœurs, leur proposant d'envoyer un recueil de leurs poèmes à une maison d'édition. Émilie et Anne acceptent, non sans difficulté pour Émilie notamment, qui ne cherche ni la reconnaissance ni la notoriété au travers de ses écrits. Le recueil est néanmoins envoyé et se heurte à un refus cinglant. La réponse de l'éditeur, un poète renommé de l'époque, est édifiante. La littérature ne peut être l'affaire de la vie d'une femme, et elle ne saurait l'être. Plus elle se consacre au devoir qui lui incombe, moins elle aura le loisir de la pratiquer, même au titre d'un talent ou d'un divertissement. Cette réponse, emplie des préjugés de l'époque sur les devoirs incombant à une femme, ne décourage pas pour autant les trois sœurs. Elle les oblige simplement à renvoyer le recueil en adoptant des pseudonymes masculins. Le livre est alors accepté et publié, sans pour autant être un succès à la vente. À ce moment, ni leur père ni leur frère ne sont au courant de leurs activités éditoriales. Charlotte ne souhaitant pas intégrer son frère à ce projet, de peur de la mauvaise influence qu'il pourrait avoir dessus. De manière concomitante, Émilie et Anne suivent l'exemple de Charlotte et se mettent à travailler chacune sur un projet de roman. En 1847, les trois romans les plus connus de la famille Brontë sont proposés à la publication. Jane Eyre pour Charlotte, Léo de Hurlevent pour Émilie et Agnès Gray pour Anne. Le parcours pour trouver un éditeur est loin d'être simple, mais toutes sont publiées, toujours en utilisant leur pseudonyme masculin. C'est Jane Eyre qui rencontre tout de suite le plus grand succès auprès du public. En pleine époque victorienne, dans une Angleterre très marquée par le puritanisme, ce récit à la première personne, montrant la détermination d'une femme indépendante, choque et fascine tout à la fois. Mais alors, Jane Eyre, de quoi ça parle exactement ? Le récit en lui-même se découpe en 3 phases. La première se concentre sur l'enfance de l'héroïne, qui n'est pas sans rappeler celle de Charlotte. On y découvre Jane, orpheline recueillie par une tante insensible qui l'élève comme une domestique, la laissant se faire martyriser par ses cousins et lui reprochant sans cesse son mauvais caractère. Après une dispute et une punition injuste, la décision est prise d'envoyer Jane dans un pensionnat religieux pour jeunes filles. Elle y subit divers mauvais traitements et y assiste à la mort de sa seule amie, de la tuberculose. On retrouve dans cette partie déjà une description fine et peu courante des colères et du sentiment d'injustice que peut ressentir une enfant. On y découvre le tempérament à la fois bon et emporté de Jane. Celle-ci finira par devenir enseignante dans le pensionnat. Se passionnant pour le dessin et les études, elle aspire tout de même à une autre vie. La seconde partie se concentre justement sur son départ du pensionnat pour occuper la position de gouvernante, équivalent de préceptrice pour la petite Adèle, pupille du mystérieux Monsieur Rochester. Elle découvre alors un cadre de vie assez solitaire qui lui convient très bien, jusqu'à ce qu'elle fasse la connaissance de son maître, souvent absent pour ses affaires. Monsieur Rochester est un homme fermé et repoussant. Mais le caractère entier et l'intelligence de Jane l'intéressent bien vite et l'amènent à se montrer sous un jour plus aimable. Dans le même temps, des phénomènes mystérieux se produisent dans le manoir. Jane entend des cris et des rires inquiétants la nuit. Une présence se déplace dans les couloirs et Jane parvient même à éviter l'incendie de la chambre de Monsieur Rochester. Événement qui achèvera de souder nos 2 protagonistes. Finalement, après plusieurs mois de torture psychologique alors que Jane s'imagine que Monsieur Rochester va épouser une jeune femme de son rang social, il lui annonce qu'il souhaite l'épouser elle, Jane, la gouvernante. Elle n'en croit pas son bonheur et leurs noces sont organisées. Sauf qu'au moment de prononcer leurs vœux, une terrible révélation met un terme à la cérémonie. On apprend que Monsieur Rochester est en fait déjà marié, et que les bruits que l'on entendait la nuit et les incendies étaient en fait causés par sa femme démente et dangereuse, cachée sous bonne garde dans le grenier du manoir. Devant la honte et l'impossibilité de se marier, Jane s'enfuit et tente d'oublier son malheur en construisant une nouvelle vie d'enseignante en campagne. Le souvenir de Rochester continue de la hanter néanmoins. Alors qu'elle apprend qu'un oncle éloigné lui lègue ses biens en héritage, donnant enfin un tour positif à sa situation financière, elle décide de retourner au manoir de Rochester, qu'elle découvre réduit en cendres. Elle apprend que la femme de Rochester a péri dans l'incendie et que lui-même a été grièvement blessé. Elle le retrouve à moitié aveugle et infirme. Ils se marient finalement, et tout est bien qui finit bien. Le sous-titre méconnu de Jane Eyre est « Une autobiographie ». Avec les éléments que j'ai donnés plus haut sur la vie de Charlotte Brontë, on repère facilement ce qu'elle a mis de sa vie dans son œuvre.
On retrouve les mauvais traitements et les épidémies au pensionnat de Lowood, ce qui, à l'époque de la publication, déclenche de vifs débats dans l'opinion publique. Certains lui reprochent de mentir, d'exagérer ou de faire l'intéressante. D'autres sont heureux que la parole se libère sur le sujet. On retrouve également la présence fantomatique et inquiétante de la femme de Rochester, directement inspirée des heures sombres de son frère Branwell. Comme je le disais plus tôt, Branwell, rendu fou par l'alcool et l'opium, délire dans la maison et tente plusieurs fois de mettre le feu à son lit. Enfin, on peut voir dans la relation entre Jane et Rochester une évocation de l'amour contrarié de Charlotte pour Monsieur Heger, son professeur de littérature à Bruxelles. Cet ensemble de faits réels, mélangés à des éléments du romantisme et du roman gothique, nous donne à lire une œuvre à la fois romanesque, où les révélations et rebondissements sont légion, mais aussi une œuvre profondément personnelle et ancrée dans le réel. Les pensées de l'héroïne y sont décrites avec acuité et pertinence, ce qui en fait un personnage terriblement humain, auquel on s'attache, et avec lequel on partage énormément de choses. Et finalement, la chose la plus intéressante à retenir dans cette œuvre, c'est la manière dont la relation amoureuse entre Jane et Rochester se construit. C'est cela qui fait de Jane Eyre un roman original et passionnant, loin des poncifs de l'époque et même actuels sur la représentation du sentiment amoureux. Il n'y a ni attirance physique pour Monsieur Rochester, ni de prime abord d'attirance psychologique. Ce qui finit par développer l'attirance de Jane pour lui, c'est le fait qu'il la traite comme une égale. Chose que personne n'avait fait jusque-là pour elle. Malgré le fait qu'il soit un homme, et de surcroît d'un rang supérieur au sien, il lui demande son avis à elle sur certains sujets, et est souvent déstabilisé par son intelligence et sa franchise, son absence de faux-semblants. Ainsi, la relation amoureuse entre eux se construit autour d'une estime mutuelle de l'autre pour ses qualités intellectuelles et non pour son genre, son apparence ou ses revenus. Et c'est cela qui fait de Jane Eyre un roman profondément moderne. Charlotte Brontë nous propose un idéal relationnel ne reposant plus sur une passion dénuée de raison, mais sur l'espoir qu'un jour, un homme soit capable de reconnaître à une femme ses compétences intellectuelles et de l'aimer pour ça, davantage que pour son apparence ou pour sa fortune. C'est à la fois un espoir simple et un peu triste, mais c'est définitivement quelque chose de nouveau pour son temps, et qui illustre la naissance d'un mouvement plus large d'émancipation féminine par l'instruction, ainsi qu'une tentative d'égalisation des relations femmes-hommes par la valorisation de l'intellect. À méditer, n'est-ce pas ? En conclusion, Charlotte Brontë, femme conservatrice et stricte à bien des égards, a mis dans ses romans une fougue qu'elle gardait cachée au reste du monde. La violence de son indignation contre les maltraitances faites aux enfants et aux femmes au nom de la religion et de l'ordre patriarcal établi. Ses réflexions et ses aspirations aussi, sur ce que pourrait ou devrait être une relation homme-femme plus égalitaire. Elle nous a offert des portraits de femmes vibrants et d'une modernité qui traverse les siècles. Mais avant de nous offrir ces histoires qui ont marqué la littérature et la culture populaire, tout ce dont elle parle, tout ce qu'elle décrit, elle l'a d'abord vécu intensément. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Rendez-vous très vite pour la seconde partie de cet épisode sur Charlotte Brontë et Jane Eyre. Nous y parlerons de la fin de la vie de l'autrice, non moins romanesque et tragique, ainsi que de la postérité de son œuvre, notamment au travers des nombreuses adaptations cinématographiques et télévisuelles de Jane Eyre. En attendant, portez-vous bien, laissez-vous embarquer dans de nouvelles lectures, et à bientôt dans les romanesques.